Allez, merci Guillaume. Pour commencer, c'est pas très poli, mais je vais me présenter la première. Donc, Léana Fiorito, GRDF. Moi, j'accompagne les projets de méthanisation sur les départements de la Loire, de la Drôme et de l'Ardèche. Et au sein de GRDF et d'Ambition Biogaz, plus généralement, je coordonne les travaux qui sont menés en région autour de l'acceptabilité et l'appropriation locale. Et on s'est dit que ce webinaire, ce serait l'occasion de valoriser le travail qu'a réalisé le Siska. Alors, à la base, plutôt pour le compte de GRDF, mais c'est vraiment dans une dynamique collective qu'on a eu envie déjà de confier cette étude au Siska. Et puis, dans les recherches, ensuite, Ambition Biogaz a aussi été impliquée. Donc, c'est vraiment l'idée d'aujourd'hui. Lancelot, je te passe la main déjà pour la présentation avant de trop en dire. Tout à fait. Merci Lana. Merci Guillaume pour cette introduction. Je suis Lancelot Fumery du 6K. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste de la méthanisation. Je bosse sur le sujet depuis 1 an et demi maintenant avec GRDF dans le cadre de l'accompagnement et de l'étude qu'on a fait et qu'on a réalisé ensemble sur la question de l'acceptabilité sociale ou de l'appropriation locale ou même encore de l'inacceptabilité sociale. On va voir tout ce que ces termes recouvrent. Pour vous en dire un peu en 2 mots, le CISCA, le Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne, c'est vraiment une association qui a pour ambition de faire de l'intermédiation entre le monde des acteurs socio-économiques, le monde des collectivités et le monde de la recherche. Donc notre objectif, et c'est comme ça on a mené cette étude, c'est de faire émerger des connaissances sur une thématique qui œuvre pour la transition et la résilience des territoires. Et voilà, et aujourd'hui, on va vous présenter, donc, comme le disait Léana, le travail qu'on a réalisé pendant d'avril 2023 à septembre 2024, hein, qui vient tout juste de se terminer et de se conclure, qui traite justement de la question de l'acceptabilité sociale. Du coup, pour commencer cette présentation, donc n'hésitez pas, un petit mot dans le chat. Alors, Guillaume, je vous fais confiance pour les questions dans le chat parce que moi, je vois, vu que je présente en même temps le Guillaume Moulana, je Pas présente de en même temps, souci, je n'ai pas de visibilité pas de sur souci, ce qui se passe. Lancelot. Donc, n'hésitez pas à On m'interrompre. gère, on Parfait. gère les questions. Merci. Et n'hésitez pas à m'interrompre et à nous interrompre pour qu'on puisse répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas à les poser aussi en direct pour bien qu'on déroule l'ensemble de la démarche et des résultats qu'on a eus sur cette étude autour de l'acceptabilité sociale et du travail qu'on a mené. C'est important voilà, vous puissiez saisir l'ensemble des étapes. Voilà. Hop. Sur l'introduction, peut-être, Léana, tu veux rappeler le contexte de l'étude dans lequel on a travaillé et comment on est venu à travailler ensemble? Alors en effet, c'est parti du constat partagé à nouveau au sein de l'entreprise et puis sur les territoires et au sein d'Ambition Biogaz de la difficulté du sujet de l'acceptation, de l'acceptabilité, de l'appropriation locale, une notion qui est déjà complexe à comprendre, à cerner. Et il y avait l'envie de comprendre un petit peu mieux les ressorts de cette notion, essayer d'aller dans le détail, dans vraiment l'appréciation des différentes expériences et regards sur ce sujet-là, parce que quand on est porteur de projet, collectivité, dans les services ou dans une entreprise, on ne vit pas l'acceptabilité des projets de la même manière. Donc on avait envie d'aller chercher encore un regard extérieur dans le monde de la recherche, aux côtés du CISCA, pour comprendre mieux, analyser, étudier, et puis ne pas s'arrêter à la compréhension, aller plus loin, aller ensuite dans l'outillage, le comment, le pourquoi, et adresser les enjeux en se disant comment chaque structure peut contribuer à un dialogue territorial de meilleure qualité, co-construit, et ce pour tous les types de projets. Donc on a commencé l'étude à la base, c'était plutôt d'essayer de faire un petit peu un panorama autour de comment finalement les territoires cohabitent et accueillent les unités de méthanisation. On était plus dans l'idée qu'est-ce que ça donne de vivre à proximité d'une unité de méthanisation. Donc on a commencé à bosser comme ça avec le Siska et puis on a eu la petite frustration de se dire, il y en a quand même pas mal des études qui analysent sur le terrain les différents projets de méthanisation qui se passent bien, plus ou moins bien, ou carrément pas bien. Et la frustration, c'est qu'une fois que le projet est passé, on passe à un autre et là, il n'y a pas forcément une continuité dans le savoir, les pratiques et la connaissance. Donc on s'est dit, bon, bah, finalement, on va plus prendre l'angle de qui on est dans le processus
d'acceptabilité de la méthanisation, et donc travailler plutôt sur les postures et sur l'idée que le projet de méthanisation, quand il arrive, de toute manière, il transforme le territoire, et on est plein de parties prenantes à agir dans ce process-là. Donc on a plutôt travaillé dans cette logique-là, et c'est ce que Lancelot aussi va aujourd'hui vous montrer, parce qu'on n'avait pas envie de faire juste un webinaire vraiment descendant, voilà la théorie, comment ça se passe, mais vraiment plutôt voilà comment ça se passe et comment on peut y contribuer et comment on peut jouer un rôle dans ce process-là. Et ça a été ça un petit peu tout le changement de posture. Mm. Tout à fait, parce qu'effectivement, suite à notre enquête, on va revenir un peu comment on l'a menée et quels ont été les premiers résultats, mais l'idée, c'est bien d'outiller, et c'était bien le titre de notre proposition, d'outiller, alors évidemment à la base, les agents de GRDF qui travaillent sur cette question, mais plus globalement, toutes les personnes qui sont confrontées à ces problématiques-là dans le cadre d'installation ou de développement d'unités de méthanisation, notamment aussi les porteurs de projets, mais tous les acteurs qui vont être concernés par cette démarche. Donc effectivement, du coup, Léana a déjà commencé un peu à présenter comment on allait se dérouler ce webinaire. Donc l'idée, c'est un peu qu'on vous raconte comment on a monté cette étude, comment elle s'est déroulée, quel était le cadre de réflexion du départ et comment il a évolué, quels ont été les résultats de cette première phase d'étude. On a enquêté sur une dizaine d'unités de méthanisation pour essayer de comprendre un peu les dynamiques et les acteurs qui pouvaient y être partie prenante. Et ensuite, on a travaillé sur la question de l'outillage et la question de la médiation-traduction. Et enfin, on vous proposera voilà, de réagir et de voir un peu quelles peuvent être les pistes de travail qui peuvent être adossées à ces résultats, à ce travail, sachant que nous, on va continuer à travailler avec GRDF sur ces questions-là dans les mois qui viennent. Euh, Juste sur la forme du webinaire, on a voulu, comme disait Guillaume en départ, avoir un format un peu de discussion, donc n'hésitez pas à intervenir dans cette discussion-là et à voilà, essayer c'est comme c'est très bien dit, mettre en récit cette démarche-là euh, qui s'est écoulée, ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille dessus. mhm, Et bon, on n'a pas mhm, encore la possibilité de vous mettre en fin de webinaire le rapport tout rédigé, tout beau, mais c'est l'idée ensuite au sein d'Ambition Biogaz, évidemment, de diffuser cette connaissance-là. mhm. Tout à fait. L'idée, c'est que le Siska est contacté du coup, comme je disais, en avril 2024, avec cette idée de faire 300 entretiens sur un ensemble d'unités de méthanisation. Et comme l'évoquait Léana, on s'est vite rendu compte, en tout cas, et c'est l'ADN du Siska, c'est que on n'est jamais trop dans une posture d'observation uniquement. L'idée, c'est plutôt pour nous d'aller sur le terrain, de comprendre ce qui se passe, de mettre en interaction les gens pour voir un peu ce qui se ce qui se passe. Et donc, on fait cette proposition d'aller sur les unités de méthanisation et de réfléchir avec les gens qui sont concernés sur comment on travaille justement sur l'appropriation locale et l'acceptabilité sociale. Et on reçoit justement quelques petits points d'alerte en disant on est quand même sur des sujets qui peuvent être importants. Et c'est là où on se dit, bon, on va d'abord enquêter, regarder ce qui se passe, essayer de tirer les grandes caractéristiques de ces thématiques-là. Et ensuite, voir comment on peut outiller les agents sur leur travail et sur leur manière de monter et de développer, d'accompagner le développement, en tout cas, des unités de méthanisation. C'est là où, du coup, on fait cette enquête, on sélectionne une dizaine de sites en mettant en contribution les agents de GRDF sur la sélection des unités d'utilisation pour qu'on ait un panel représentatif. Et on va sur le terrain rencontrer les porteurs de projets, les collectivités, de temps en temps les services de l'État, et aussi prendre un peu la température, l'ambiance sur certains terrains, aller discuter un peu avec les riverains et voir un peu comment ça se passe. Donc c'est pas des entretiens forcément formels, mais vraiment de sentir un peu l'ambiance d'un territoire sur ces questions d'unité des méthanisations. Tout ça au regard d'une grille de critères autour de la question d'acceptabilité sociale qu'on co-construit avec les agents de GRDF. Et vraiment, Léana qui joue aussi ce rôle de médiation avec l'ensemble des acteurs et des agents de GRDF qui veulent participer à la démarche.
Donc on fait ce travail d'enquête et de terrain avec cette grille d'analyse qui est vraiment, et là je passe à la deuxième slide. Euh, euh, ah oui, pardon. Je vois que je suis allé un tout petit peu vite. Effectivement, du coup, voilà. Ça a été le parcours de la mise en récit de notre démarche, hein. Donc, vraiment cette phase un d'enquête, puis une analyse, puis ensuite un outillage. C'est vraiment comme ça qu'on a travaillé au fur et à mesure de la démarche. Et c'est tout un parcours où finalement, en fait, on s'est rendu compte que la question de l'acceptabilité, elle pouvait pas être décorrélée, en fait, d'un acteur central. Alors, dans notre cas d'étude, c'était l'agent GRDF. Mais en fait, on peut se poser la question pour d'autres acteurs qui peuvent participer à cette démarche-là. Vraiment, le cadre de départ et le travail qu'on veut mener, c'est se pose la question de l'acceptabilité. Comment on travaille sur cette question d'acceptabilité? Euh, et comment tout ça, enfin, comment dire, pardon. L'idée, c'était, comme l'a dit Léana tout à l'heure, de vraiment se dire qu'il y a déjà beaucoup d'études qui ont travaillé sur la question d'acceptabilité, d'appropriation locale, et qu'il a fallu faire ce travail de synthèse, d'état de l'art, autour des questions d'acceptabilité sociale. Et on s'est basé sur une définition qui définit trois grands axes et trois grands pôles d'acceptabilité, c'est-à-dire la question de l'acceptabilité, elle se traite à travers un collectif de personnes. Donc ce groupe peut être distingué par des citoyens, des riverains, une communauté locale, et mobilisé par des organisations locales issues de la société civile, des associations, et pour exprimer leurs attentes, leurs préoccupations et leur soutien. Elle s'incarne également autour d'un projet. Donc, il peut s'agir d'un projet de développement, d'exploitation ou d'exploration qui est à l'origine des interactions et des perceptions diverses. Donc, c'est un projet qui interagit avec un collectif de personnes et qui a des impacts et ou des interférences. Il s'agit des conséquences que le projet engendre sur le milieu naturel et dans la vie des humains qui le concernent. Vraiment, l'idée ici, c'est de se baser sur une définition, voilà, c'est un état de l'art scientifique qui pose un peu le cadre dans lequel on va aller sur le terrain et qui va nous indiquer sur qu'est-ce qu'on va aller regarder quand on va aller sur le terrain, enquêter avec les porteurs d'unités de méthanisation. Est-ce qu'il y a des collectifs déjà constitués? Quel est le projet et comment on peut le caractériser? C'est toutes ces questions-là qu'on s'est posées avec les agents de GRDF et qui ont orienté notre regard sur le terrain. Et ensuite, bah, quels sont les impacts et les interférences que celui-ci va pouvoir créer sur le territoire, s'ils existent? Ou en tout cas, quelles sont la perception de ces impacts et de ces interférences au regard de ce collectif ou de ces organisations qui peuvent être impliquées dans le projet de méthanisation. Donc dès le départ, quand vous avez cette définition d'acceptabilité sociale sur laquelle vous travaillez, Mhm. vous vous rendez compte que la question, elle est vraiment, en fait, c'est une affaire de personne, elle est humaine. Et comment ça se manifeste ensuite de ce constat, qu'est-ce que vous en faites? Bah, effectivement, c'est un projet et une définition qui est éminemment concentrée sur l'humain et les interactions sociales. Et du coup, l'enquête de terrain, elle vient vraiment confirmer ça. Et elle vient aussi caractériser, en tout cas déconstruire des présupposés qu'on peut avoir sur la question de l'acceptabilité. Typiquement, et du coup, je passe à la slide suivante, c'est vraiment que quand on travaille sur l'acceptabilité, on se dit, bon, bah, là, on va aller comprendre, est-ce que les gens sont pour ou est-ce qu'ils sont contre? Et en fait, on va essayer d'aller dépasser ça pour aller affiner ce cadre d'analyse-là et de se rendre compte, et c'est l'étude croisée avec ce cadre d'état de l'art qui nous le dit, que finalement, c'est peut-être plus complexe que ça. Et on définit finalement les gens en deux catégories, plutôt pour et pas pour. C'est un peu les deux grandes thématiques et que finalement, en fait, un projet de méthanisation ou un projet de transformation territoriale, quel qu'il soit, c'est peut-être plus complexe que ça et qu'il peut y avoir besoin pour des gens qui sont convaincus, qui sont engagés dans la démarche depuis le début, qui participent à cette dynamique-là. Et puis, globalement, la plupart des autres gens, ils sont pas pour. Et pas pour, il y a plusieurs nuances, comme vous pouvez le voir sur cette illustration.
c'est qu'ils sont ni pour ni contre, premièrement, et du coup, on peut essayer d'affiner des personnes qui sont ambivalentes, qui ont un certain nombre d'informations, des personnes qui sont neutres, non concernées, non intéressées, ou tout simplement non informées. Et c'est ce cœur mou enfin, en tout cas, ni pour ni contre, qui est le plus important et le plus majoritaire. Enfin, on a Et ce donc, si cadre vous, contre. vous avez Ouais, pas vraiment travaillé sur la quantification, mais plutôt sur la qualification, d'essayer de voir au sein de ces tout à fait. catégories quelles étaient Mm, mm, les postures, la manière mm, de se comporter. Et puis, il me semble que l'étude a aussi montré que c'était loin d'être figé dans le marbre et que mm, ces postures, évidemment, chaque individu est amené mm. à évoluer ou pas. Hmm. Tout à fait. En fait, la qualification quantitative, elle est très complexe parce qu'on se retrouve à un biais méthodologique assez important, c'est qu'à partir du moment où on pose la question, on amène les gens à réfléchir à cette question. Donc, si on va leur demander, les riverains autour de nous, de chez eux, bon, bah, vous êtes pour ou contre? Ou alors, si je vous montre ce tableau-là, dans quelle case vous vous mettez? Et ben, tout de suite, on va potentiellement venir radicaliser les positions. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait un travail plutôt diffus, plutôt qualitatif et pas quantitatif, parce que l'enjeu, c'était pas d'aller dans un village et de récolter l'avis de tout le monde, où bah, du coup, en fait, quand on pose une question, les gens se sentent souvent obligés de trancher, alors qu'ils n'ont pas forcément l'ensemble des éléments et que ça rentre pas dans un contexte global de réflexion, mais plutôt effectivement d'aller saisir qualitativement comment les gens et les personnes, et là, on est allé chercher tout le spectre, hein, comme je le disais, hein, du porteur de projet à la collectivité, au service de l'État, mais aussi aux riverains et aux associations citoyennes, et bien d'aller caractériser justement la posture des parties prenantes. Et si on creuse un peu plus, donc dans ces comportements, ces postures, Mhm. qu'est-ce que vous avez observé comme grande famille de comportements, si on peut Et dire? ben justement, ces avis, ils peuvent se caractériser en plusieurs comportements, justement, et plusieurs postures. Vraiment cette idée que, et on le voit, hein, la plupart des positions des personnes qu'on a rencontrées, elles se caractérisent sous forme de silence, avec différents type de silence, hein, un silence qui va du soutien latent ou à la résistance latente, en passant par une forme de résignation, de soumission, de passivité, de non-information et de tolérance et que finalement la radicalisation dans un sens ou dans un autre, hein, de soutien ouvert, avec différentes nuances évidemment, et une résistance ouverte, mais là on l'a mis comme ça pour vraiment montrer hein, le propos, hein, en fait elle est marginale en tout cas, elle n'est pas majoritaire, et que la plupart des gens qui sont potentiellement concernés par une télévision, en fait, restent silencieux et donc pas pour, en fait. Et cet enjeu de comprendre que le silence est plutôt une approche pas pour, et que les gens ne sont pas forcément pour de base, mais juste pas pour et neutre, elle est super importante. Elle nous a permis un peu de renverser et de se dire, mais en fait, pourquoi on parle d'acceptabilité? Si les gens sont potentiellement de base pas pour. C'était un peu cette question-là qu'on s'est posée et on s'est dit, bah, en fait, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas changer de paradigme et de se dire, bah, en fait, est-ce que du coup, un projet de méthanisation, c'est une question qu'on s'est posée au bout de 4 mois d'enquête, est-ce que c'est pas un projet inacceptable de base? Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire dans la manière dont on mène un projet de méthanisation? Qu'est-ce que ça induit quand on veut accompagner un porteur? Quand on est un porteur et qu'on veut monter un projet de méthanisation, si on part du principe qu'il est inacceptable, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce que ça doit changer dans notre manière d'agir et dans notre manière de travailler sur le territoire? Donc concrètement, c'est pour ça que vous êtes plus à l'aise avec l'idée de travailler l'inacceptabilité des projets plutôt que favoriser, promouvoir l'acceptabilité qui, je pense autour de l'écran, il y a plein de personnes qui sont aussi dans ce cas où ça paraît un peu infaisable, un peu ingérable. On peut même se dire que face à des premières contestations, on est impuissant. Mm. Donc vous renversez un peu cette manière-là de Mm. voir le sujet. Tout à fait. Et puis en fait, ça nous permet aussi surtout de débunker un peu des idées reçues que nous aussi on pouvait avoir, et de se dire que justement le fait d'être silence, c'est qu'en fait, en fait, on n'est pas forcément
on n'est pas forcément pour ou en soutien latent, mais plutôt dans une logique de résistance, c'est que déjà, bah, en fait, on se rend compte que les premières idées qu'on voudrait débunker, si on parle du principe qu'un projet est inacceptable, c'est que les opposants sont mal informés, ignorants ou non au fait. Que les désaccords sont à éviter pour faire avancer le projet. Le silence du public est synonyme d'un avis favorable. Voilà, ces trois premières thématiques, elles sont super importantes parce qu'on se rend compte que déjà les imposants sont mal informés, ignorants ou non au fait. Et ben en fait, on se rend compte que bah, il y a des collectifs constitués qui ont beaucoup posé, ont beaucoup creusé la question hein, et qui interprètent en tout cas des faits, des données scientifiques d'une manière différente par rapport à des mésusages agricoles ou d'autres manières de faire, mais que il peut y avoir une certaine forme d'expertise chez les opposants. Je pense notamment à une association dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle le Greffe, qui a développé une certaine forme d'expertise, et qu'il y a cette idée que les opposants ne sont pas forcément mal informés, mais qui peuvent constituer une forme de savoir. L'idée aussi que, et c'était aussi une des premières postures on s'est rendu compte que, surtout, il faut pas faire de remous, les désaccords sont vraiment à éviter pour faire avancer le projet. En tout cas, on va pas aller questionner les gens parce que du coup, on va faire émerger des désaccords. L'idée de notre travail, c'est de montrer de toute façon, les gens sont potentiellement pas pour. Et que du coup, à un moment, ce désaccord latent, il va plutôt venir si les gens ne sont pas embarqués et consultés en amont, que la démarche n'est pas transparente, potentiellement, il peut y avoir une forme de résistance active qui peut se manifester dans un deuxième temps. Et effectivement, ce dernier point, le silence du public est synonyme d'un avis favorable. Ce point-là, il est vraiment nuancé parce qu'on se rend compte que les gens, quand on discute avec eux, bon, ils sont pas pour. Alors, ils sont pas contre, pas forcément, mais cette acceptation du changement, elle nécessite plutôt d'être pas pour que d'être pas contre, en fait. Et donc, est-ce que d'une certaine manière, partir du principe, enfin, comment dire, justement, partir de ces principes-là, c'est peut-être prendre le risque que le conflit soit peut-être plus intense et ensuite plus difficile à dénouer? C'est une très bonne question. L'idée, effectivement, nous, on se pose cette question-là. Euh, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est de se dire, en fait, au lieu de avancer en sous-marin et de se dire qu'en fait, on travaille sur l'acceptabilité sociale une fois qu'on a des problèmes ou des problématiques, et ben en fait, on anticipe et on essaye de réduire cette inacceptabilité. Alors, on sait que de toute façon, et c'est notre manière d'approcher les choses, on n'arrivera jamais à une acceptabilité parfaite à 100%. Même parmi les gens qui sont pro-méthanisation, il y a de différentes manières d'appréhender la méthanisation. Et du coup, tout ça, ça génère potentiellement des désaccords qui sont pas forcément mauvais, mais des désaccords, en tout cas des différences de point de vue sur la question de la méthanisation. Euh, quand on parle d'une question d'inacceptabilité un peu plus large, un peu plus sociétale, l'enjeu, c'est au contraire d'anticiper et d'essayer de réduire cette inacceptabilité sociale, réduire suffisamment pour qu'on puisse monter un projet de méthanisation qui qui soit intégré dans les dynamiques socio-territoriales de son territoire. C'est vraiment l'idée là-dessus que, euh, euh, et que voilà, en tout cas, vraiment cette idée de monter, d'anticiper et de monter un projet qui soit en phase avec cette logique-là. Pour finir sur la question justement des pièges à éviter, hein, ce qu'on avait noté ici dans le diaporama et qui est extrêmement important, c'est que effectivement, on ne peut pas percevoir les citoyens comme des vers vides à remplir de connaissances. C'est le discours qu'on a pu entendre par des porteurs de projets qui nous racontent que en fait, une fois qu'on comprend la méthanisation, ben, en fait, il n'y a aucun problème et qu'en fait, les gens juste ne savent pas. Ben, en fait, c'est pas si simple que ça, qu'il ne suffit pas aussi juste d'informer pour embarquer et pour embarquer les parties prenantes d'un territoire, mais que en fait et que et qu'il faut un peu plus que ça. Il faut faire de la traduction, de la simplification dans des informations techniques notamment, et que concevoir l'acceptabilité sociale comme un simple résultant du syndrome NIMBY, hein, ce fameux Not in my backyard, pas dans mon jardin. Euh, 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 et où justement où les oppositions sont souvent perçues comme la défense
d'intérêt privé est extrêmement réducteur parce que souvent les, les associations ou les personnes qui sont contre portent un réel projet politique et stratégique derrière ça et qu'elles ne s'impliquent pas juste au niveau micro-local, même si ça peut arriver, mais en tout cas, c'est pas le seul effet de levier d'opposition, comme on a pu le voir sur la slide précédente. Est-ce que tu peux peut-être juste Mm. développer un peu ce syndrome-là, parce que de ce que je lis et de ce que j'entends, ce n'est pas la simple résultante, mais ça fait partie quand même des mécanismes à l'œuvre. Mhm. Quand il y a des conflits, c'est peut-être pas, peut-être tout le monde n'est pas familier avec ce Hmm, concept. bien sûr. L'idée qu'en fait le NIMBY, not in my backyard, hein, pas dans mon jardin, que en fait les riverains, principalement si on prend l'exemple très concret d'un riverain à qui la méthanisation est installée très proche. L'idée, c'est que sur le principe, sur le papier, cette personne-là pourrait être très écolo, très intégrée, très intéressée sur la question des énergies renouvelables, se pose vraiment la question depuis la guerre en Ukraine de bon bah comment on va faire pour chauffer la France, continuer à importer du gaz russe, bah non, du coup il faudrait trouver d'autres solutions techniques et la méthanisation bon, pourrait potentiellement être une solution qui l'intéresse et qui pourrait être intéressante, mais qu'à partir du moment où la limite de méthanisation en fait est à moins de 50 mètres de chez lui et qu'il peut potentiellement avoir des nuisances, qu'elles soient sonores, olfactives, même économiques, ou lors de la concurrence, si lui-même est agriculteur, et ben en fait cette personne-là va changer complètement de posture vis-à-vis d'une question qui, pour laquelle il n'est pas forcément pour, évidemment, il ne serait pas forcément grand défenseur de la méthanisation, en tout cas, pour le coup, où il pourrait être, si on, sympathisant ou en tout cas tolérant par rapport à cette question-là. On pourrait reprendre là, ici, plutôt soutien latent en disant oui, oui, bah, la méthanisation, c'est très bien, mais pas chez moi. Voilà, si on peut résumer un peu cette approche du NIMBY. Euh, et l'idée est vraiment que tout ne vient pas de là. Finalement, on se rend compte que ça serait un peu facile de résumer en fait les oppositions à cette dynamique-là. Voilà un peu pour cette question de l'acceptabilité et qu'est-ce que l'enquête fait ressortir un peu de comment on traite cette question d'acceptabilité, des limites qu'elle montre également là-dedans. Euh, Grosso modo, hein, cette idée, c'est que bah, déjà l'acceptabilité, c'est un concept qui est complexe, qui est riche et qu'il est difficile d'en tirer une seule acceptation. Et que c'est pour ça que on a choisi aussi de nous sortir un peu de cette dynamique-là et de modifier notre approche pour aller vers une logique d'inacceptabilité sociale et de la réduire. Et donc, c'est ce renversement de logique qu'on opère à la suite de notre enquête auprès d'une dizaine, on a choisi une 10 unités de méthanisation, on a réalisé 40 entretiens semi-directifs, et ensuite, voilà, vraiment cette enquête de terrain, cette observation participante qui nous permet de réfléchir à cette dynamique-là. Ce renversement, il vient vraiment, comme on le disait juste avant, cette idée de plus être dans une logique euh, euh, a posteriori d'une unité de méthanisation, mais plutôt dans une logique d'anticipation. Dans le sens où si on part du principe qu'un projet de méthanisation est inacceptable, plus ou moins en tout cas, plus ou moins inacceptable, et que la plupart des gens seront pas pour, même si leur comportement et leur approche sera plutôt dans une posture de silence, l'idée c'est plutôt de se dire, bah, du coup, en fait, comment on peut anticiper et réduire ces questions cette inacceptabilité sociale latente, presque on pourrait dire. Et que c'est ainsi qu'on s'intéresse vraiment à la question de la posture de la médiation-traduction, qui va nous permettre justement d'essayer de dépasser cette inacceptabilité sociale en se disant, en fait, comment on peut anticiper et faire le lien dès le départ, et c'est ce que j'expliquais à l'instant, pour pas cristalliser autour de la méthanisation et qu'on a l'impression que les parties prenantes soient exclues
d'un processus long et transformateur sur le territoire et impactant, mais finalement qu'elle soit potentiellement impliquée, ou en tout cas au minimum informée. On va voir les différentes manières d'appréhender cette question-là. Justement, donc merci Ouais. Lancelot pour la présentation donc, du cadre, de la méthodologie que vous avez utilisée. J'espère que c'est clair pour tout le monde le cheminement qui nous permet d'atterrir au résultat. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te proposer de développer maintenant parce que l'idée c'est de se dire, bon, ensuite face à cette connaissance, comment moi, acteur, actrice de ma structure, je peux agir. Mais avant d'aller dans le déploiement, c'est déjà de prendre le temps de se dire quels sont les résultats de l'étude, qu'est-ce que Mhm. vous avez observé. Euh, et voilà, l'idée, c'est pas de résumer toute l'étude, mais les principaux résultats. Bien sûr. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire, il y a deux résultats principaux, hein, deux remarques qui nous sautent aux yeux une fois qu'on finit cette enquête et qu'on confirme assez rapidement avec l'ensemble des agents de GRDF lors de l'atelier. C'est que premièrement, un projet de méthanisation, c'est un projet qui transforme le territoire. Alors, vous avez ici une petite carte hein, de l'ensemble des unités de méthanisation qu'on a étudiées, hein, qui sont réparties sur le territoire Aura. Qu'est-ce que ça veut dire un projet de transformation territoriale? C'est vraiment l'idée il va venir modifier et changer les interactions socio-territoriales d'un territoire. Et c'est vraiment ce qu'on voit, hein. C'est pour ça qu'on parle de coexistence. C'est que finalement, au sein d'un projet de territoire, eh ben, on a des pratiques agricoles qui se transforment. Alors, parce que je dis agricole parce que 80% des unités de méthanisation qui sont montées sont des logiques, sont des unités agricoles. Et que du coup, bah, en fait, on a des coexistences de modèles extrêmement différents qui vont intervenir sur les territoires et qui peuvent générer des frictions. C'est une modification aussi bah, des circuits socio-économiques pour ceux qui sont concernés par les unités et aussi des modifications évidemment paysagères très concrètes sur un territoire avec voilà, des aménagements de réseau, des aménagements mobilier aussi, enfin, immobilier important. Donc tout ça, c'est des thématiques qui nous font dire qu'un projet de méthanisation, c'est un projet qui transforme le territoire. Donc le Deuxième premier élément, pas en termes de posture, c'est peut-être déjà d'accepter qu'il y a un projet de méthanisation, ça ne passe pas inaperçu, mhm, et à raison, légitimement, puisque au regard de tout ce que tu viens de citer, ça mhm, transforme bel et bien un territoire. tout à fait. Et de, dans l'accompagnement des porteurs de projets, ça pose aussi la question de les sensibiliser au fait qu'ils sont peut-être été habitués à développer différents ateliers sur leur ferme, Mhm, en ayant l'impression que ça n'a, peut-être d'ailleurs à tort, mais l'impression que ça ne modifie pas leur territoire. mhm, Dans le cas de la méthanisation, on le voit, c'est absolument mhm. presque on pourrait dire naïf de croire que ça n'aura pas d'impact autour de l'unité. C'est déjà ça en fait le premier constat. Tout à Ça fait. transforme toujours tous les projets. Exactement. C'est que quoi qu'il arrive, ça transforme. Alors on peut prendre plein d'exemples différents, hein, mais il y en a qui vont avoir une approche territoriale très forte, hein, notamment en mobilisant les agriculteurs autour de l'exploitation pour augmenter la possibilité de gisement, et effectivement derrière aussi en épandant du digestat. Bon voilà, un nouveau circuit économique qui se met en œuvre dans cette logique de méthanisation. Euh, c'est typiquement ça. Effectivement, derrière, ensuite, comme je disais, on peut avoir aussi l'installation des réseaux, qui est effectivement pour des communes avec des unités de méthanisation en injection qui vont venir transformer aussi leur territoire pendant un temps, et que c'est visible, en fait, de fait, et que les unités de méthanisation, elles ne peuvent pas passer inaperçues. Donc, partir du principe qu'un projet de méthanisation est un projet de transformation territoriale nous semble être une bonne option. Et partant du principe aussi que toute transformation nécessite de l'adaptation, de la communication et de l'accompagnement, ça nous semble important et donc ça va générer forcément euh, de l'inacceptabilité parce qu'on change les manières d'appréhender le territoire sur lequel on est.
Le deuxième point qui ressort de notre étude, hein, c'est vraiment cette idée que un projet de méthanisation, c'est un projet qui mobilise de nombreux acteurs. On ne s'était pas rendu compte au début quand on s'est lancé hein, dans cette enquête, c'est quelque chose qu'on n'avait pas saisi de la diversité des parties prenantes qu'il faut mobiliser pour monter un projet de méthanisation, et ce qui fait que le projet de méthanisation, au-delà des défis techniques et économiques, c'est aussi un défi social, sociétal, parce qu'il faut mobiliser presque une centaine de personnes pour travailler sur un projet de méthanisation. Hein. Et donc, ça va des services de l'État, quels qu'ils soient, hein, de la préfecture jusqu'à la direction départementale, que ce soit des eaux, des territoires ou la DREAL, par exemple, au niveau des services de l'État mais également du coup tout ce qui va être l'ensemble des collectivités qui sont concernées par cette unité de méthanisation, les collectivités locales, évidemment les communes, les intercos, les départements, évidemment la région aussi également pour les questions de financement. Euh, Ensuite, il va y avoir tout l'ensemble d'expertise, l'apport en expertise qui va être nécessaire par les bureaux d'études, par GRDF, par GRT Gaz également, par l'ADEME. Euh, euh, toutes ces personnes à mobiliser, évidemment sur des questions, sur des unités de méthanisation où il y a des groupements, et ben en fait il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes de ce groupement dans un projet qui elles-mêmes dans leur cercle social proche doivent aussi embarquer. Puis évidemment derrière ensuite tout ce qui va être les locaux, donc c'est-à-dire les riverains, comment on embarque cette personne-là. Donc ce qui nous fait dire, c'est qu'un projet de méthanisation, bah, c'est pas un projet, par exemple, agricole où il y a un changement d'atelier et l'agriculteur décide de tout seul de son changement d'atelier, et de l'usage de sa technologie. Il doit Lancelot, peut-être, je rajouterais aussi dans oui. les interlocuteurs importants, il me semble, c'est les chambres d'agriculture hein, qui sont extrêmement Mm. tentent d'être extrêmement présentes par rapport Mm. faire l'interface avec les collectivités, avec les projets agricoles, avec au sein des groupes agricoles aussi pour permettre un fonctionnement du groupe agricole, du groupe projet qui est parfois pas simple. Donc, Moi, je ne m'étais pas lancé dans le résultat exhaustif hein, de l'ensemble des personnes qu'on a modifiées. Et du coup, dans notre étude aussi, on essaie d'identifier quel type d'acteurs sont partie prenante d'une construction, d'un développement d'une unité de méthanisation, quel type d'acteurs, qui sont les réels interlocuteurs, quel est leur rôle dans le processus et comment quelle est la modalité d'interaction qu'on a identifiée. Donc typiquement, effectivement, hein, on a ce type d'interlocuteurs qu'on appelle nous autorités publiques, services de l'État et chambres consulaires, dont font partie évidemment les chambres d'agriculture. Dans cette case-là, l'ensemble un rôle de régulation et de suivi, des différences des permis de construire, de la gestion des consultations publiques obligatoires. Et évidemment aussi la question, comme le disait Guillaume, de l'équilibre des intérêts, en tout cas de la défense de la profession. Nous, on appelait ça équilibre des intérêts, donc des privés et généraux, économiques et sociaux et environnementaux qui peuvent être réalisés par les chambres consulaires. Mais effectivement, on a fait tout un travail, hein, je ne vais pas vous les citer tout de suite, ça serait un peu laborieux, un peu long, mais un travail de classification de l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans un projet de méthanisation. Je vous en donner quelques exemples. Mais ce qui nous fait dire, quand même in fine, qu'en fait, un projet de méthanisation, contrario à, justement, comme disait Lana, un nouvel atelier qui est décidé par son porteur de projet, ben, en fait, est beaucoup plus complexe, a un impact beaucoup plus important sur son territoire, et donc il nécessite d'être co-construit. Par co-construction, on entend vraiment l'idée qu'on doit s'appuyer sur tout un ensemble de parties prenantes et que ça ne peut pas se faire sans elles. Ces différentes parties prenantes, elles sont impliquées de manière différente. Et ça, on le décrit aussi dans la posture de médiation-traduction, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais elles peuvent être juste informées, voire même très impliquées. Mais néanmoins, elles sont présentes et il faut les prendre en compte. De fait, ces deux éléments nous font dire qu'une unité de méthanisation, avant d'être acceptable, elle est plutôt inacceptable. Parce que à la fois, ça transforme
radicalement c'est un peu fort, mais en tout cas, elle transforme beaucoup le territoire, en tout cas sur plein de pans différents. Et en plus, elle doit impliquer tout un ensemble d'acteurs qui ont, eux, des points de vue différents, des visions différentes, des langages même différents entre un service de l'État et le riverain. Bah, en fait, ce ne sera pas du tout les mêmes objectifs au regard de cette unité de mutualisation ou même la même manière d'en parler. Ce ne sera pas du tout le même regard aussi qui vont porter sur les mêmes enjeux qu'ils vont avoir sur cette question d'unité de méthanisation. Et du coup, de fait, ça génère ce que nous, on qualifie de l'inacceptabilité sociale, et ce, à tous les niveaux. Et en fait, ce résultat-là, en fait, on le pressent dans notre étude et on le valide définitivement avec les agents de GRDF en se disant, en fait, effectivement, on intègre déjà cette question de la co-construction, on l'implique, et GRDF est un acteur plutôt central dans le développement des unités de méthanisation, qui dialogue avec l'ensemble de ces parties prenantes, déjà. Et ça, c'est un appui extrêmement important, et que du coup, GRDF et les porteurs de projets ont un besoin d'avoir des acteurs qui sont en capacité de naviguer entre différentes logiques et différents langages des projets. Et c'est pour ça qu'on parle de cette logique d'incommunication, c'est qu'on parle avec des gens qui sont différents, avec des objectifs et des manières d'avoir un point de vue sur la médiation qui sont extrêmement différentes. Et du coup, bah, de concilier ce travail, c'est un travail de médiation qui est extrêmement important et qui est pour nous central dans la réussite d'un projet et le développement d'un projet de méthanisation. Et justement, ce qui sortait Hmm. beaucoup des entretiens, il me semble, c'était la différence selon les postures des parties prenantes du projet réussi et du timing un peu idéal. Il me semble que dans la suite de ta présentation, tu as prévu un petit peu de parler de ça, du déroulement un peu idéal de projet. Je sais pas Mhm. si tu veux Tout à bien fait, le tout à fait. développer. Et ça vient juste après, je crois, effectivement, Alain, t'as bien le truc en tête. Bingo. Effectivement, et du coup, il y a aussi la question du timing et de l'intérêt de ça. Et on a fait cette qualification. Alors, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, parce que j'ai peur que ça soit un peu petit. Mais voilà, globalement et assez rapidement, l'idée, c'est qu'en fait, pour chaque acteur, on essaie de se regarder, en fait, quel est leur point de vue sur un projet de méthanisation. À quel moment, eux, se voient intervenir, à quel moment ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer, ou ils doivent, hein, parce que des fois, c'est des obligations, évidemment, qui sont légales, et que du coup, bah, ça va influencer sur, si on arrive à identifier ça, on peut mieux gérer avec l'ensemble des interlocuteurs. Donc, typiquement, hein, vous avez l'exemple ici d'une trajectoire d'émergence vue par les collectivités en 5 phases, hein. L'idée, c'est qu'une collectivité se pose des questions sur les enjeux, la réappropriation des enjeux énergétiques par les collectivités pour moins subir les incertitudes globales et faire des économies, typiquement, qui vont ensuite diagnostiquer la consommation et la capacité productive du territoire, trouver un ou des porteurs de projets, aller à la rencontre du monde agricole et travailler sur la faisabilité et le développement. Voilà, typiquement, c'est la manière dont on peut émerger le parcours d'un projet de méthanisation qui peut être porté ou initié, même si c'est pas la collectivité qui le porte en tant que tel, qui peut être initié et poussé politiquement par une collectivité. Vous avez aussi l'exemple pour un agriculteur. L'idée pour un agriculteur, c'est qu'il définit son projet. Pourquoi ce projet est important pour lui? Quel est mon intérêt pour ma famille, pour mon territoire? Il s'accouple avec une volonté politique locale via des politiques de planification écologique, les PCAET, les TEPOS, etc. Ensuite, on travaille sur les conditions de faisabilité hein, de cette unité de méthanisation, où c'est là où il travaille à la fois avec le pouvoir politique et le territoire pour travailler sur sa stratégie. Et enfin, sur le développement du projet en tant que tel, technique, économico-technique, avec la mobilisation des bureaux d'études, par exemple, dans la construction des projets. Vous avez fourni aussi deux autres exemples. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on ait vocation à les détailler. Mais potentiellement, peut-être celui de GRDF est intéressant. Donc en bleu, hein, quel est le point de vue, la trajectoire d'émergence d'un projet vu par GRDF? Cette idée
d'acculturer, de susciter la motivation des porteurs, d'analyser le gisement de rencontres avec des collectivités. Donc, c'est-à-dire à la fois de faire un travail de sensibilisation auprès des potentiellement porteurs de projets, donc des humains, mais aussi faire une analyse territoriale pour identifier des territoires sur lesquels on peut imaginer des unités de méthanisation. On voit que là, déjà, GRDF agit beaucoup plus en amont qu'un porteur de projet agricole sur l'émergence d'unités de méthanisation. Que GRDF va travailler sur le réseau d'acteurs pour essayer de voir un peu comment tout ça peut se construire, sur la matérialisation ensuite du projet. Et c'est là où on identifie un porteur de projet, on travaille avec lui sur sa vision, son inscription territoriale. Voilà. Et ensuite que GRDF va travailler à l'acceptabilité, c'est-à-dire plutôt la réduction de l'acceptabilité, c'est-à-dire ce dialogue avec l'ensemble des parties prenantes qu'il est nécessaire de mobiliser pour monter le projet. Et enfin, GRDF va travailler sur le développement, la mise en service et l'injection d'une unité de méthanisation. Donc Lancelot, on va juste un peu. peut-être, Ouais, Guillaume a l'air d'avoir une question. super. Oui, merci. On peut poser un peu des questions au fil de l'eau. Oui, Je oui, avec passe plaisir. Avec plaisir. Mm. comme les personnes qui suivent. On est d'ailleurs 28 à suivre. Là, il y a pas mal de collectivités. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein. Mhm. Euh, moi, Lancelot, du coup, je me pose la question. Peut-être que tu vas y revenir après, je ne sais pas. Mais Ouais. finalement, on a tous un peu. Enfin, je pense cette question-là. Tu parlais des gens, d'une majorité de gens, hein, finalement. Qui sont un peu en observation, un peu en inacceptabilité Mhm. passive. Tu disais, il Mhm. faudrait non pas leur apporter, enfin voilà, ils sont pas enfin, faudrait arriver à leur apporter du technique simplifié, mais sérieux et Mhm. fiable, etc. Et Mhm. au final, à quel moment est-ce que le Siska a un secret pour ça, ou est-ce que Mhm. finalement, ça dépend de beaucoup de choses, comme on dit, mais il y a peut-être quand même des temps Mhm. qui sont à viser plus que d'autres. C'est Mhm. sûr que si on le fait juste au moment où il y a l'enquête publique, par exemple, ça risque d'être compliqué peut-être. Mhm. Évidemment, c'est une excellente question. Et si j'avais une formule magique à vous proposer, je serais pas là, mais je serais déjà en train de discuter avec GRDF, de voir comment on projette tout ça et on vous le fait payer très très cher. C'est pas du tout l'enjeu. L'idée, c'est vraiment de travailler, parce qu'en fait, il n'existe pas, hein, et c'est ce que on essaye de réfléchir, et c'est bien ce qu'on se rend compte, c'est que l'acceptabilité ou la question de l'inacceptabilité, c'est quelque chose de latent. Et du coup, on peut pas savoir ce qui va se passer sur un territoire au regard de son histoire, de son passif, de son tissu social, on va pas pouvoir savoir ce qui va vraiment émerger et essayer de l'anticiper. Par contre, ce qu'on peut essayer d'anticiper, c'est comment, quand on monte un projet de modernisation, dans quelle posture on peut être pour anticiper et essayer de réduire au maximum cette question de l'inacceptabilité. Et effectivement, on a défini 6 grands enjeux d'inacceptabilité, et je vais y venir, sur cette question de l'information en est un, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres, et qui nous permettent de dire, en fait, on peut peut-être identifier des pratiques qui nous permettent justement de se poser la question de, OK, est-ce que dans ce contexte-là, j'ai plus de chances, plus ou moins de chances d'avoir de l'inacceptabilité ou pas? C'est vraiment cette idée-là de dire, bon, en fait, on va essayer de réduire les risques au maximum par une posture et une appréhension du développement de la méthanisation qui est nouvelle et différente. Ça va être vraiment notre méthode, et effectivement, ça va être notre prochain point et un peu la proposition d'outillage qu'on a faite à GRDF et qu'on a testé et qui a été retriturée et redéveloppée par GRDF et qui est un peu notre solution, en tout cas notre proposition d'outillage pour le développement d'une unité de méthanisation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais S'il y a justement des tenter. autres questions, Ouais. mais peut-être Mm. que tu vas en parler. Mais je vais laisser la parole peut-être à la personne, c'est Jean-Paul Sauzet, justement, des chambres de lecture, qui, pour le coup, travaille beaucoup sur le terrain aussi. Je te laisse prendre la parole, Jean-Paul, peut-être? Mhm. Oui, bonjour, merci Guillaume. Ma question, ça portait sur la légitimité des acteurs audibles, crédibles aux yeux des riverains et des Mhm. élus pour porter la bonne parole, quoi, Mhm. en tout cas pour informer. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez travaillé sur ces aspects-là? Parce Mhm. qu'on a souvent été concerné par une remise en cause de celui qui apporte l'information. Mhm. Effectivement, hein, c'est un autre levier qu'on a identifié dans notre étude, hein. Du coup, bah, on est déjà à deux, donc cette question de l'information, quelle information on mobilise et comment on la traduit, et enfin, par qui on la fait passer. La question des tiers de confiance, ce qu'on nous on appelle tiers de confiance. Bon, écoutez, on va tout de suite passer, hein, puisque les deux questions qui viennent de poser concernent justement ces enjeux-là. Je vous propose qu'on passe tout de suite justement à l'exploration de ces enjeux de médiation-traduction qui nous permettent
ce qui permettrait, selon nous, de réduire l'inacceptabilité sociale. Et du coup, hop, ils sont là, ces 6 enjeux. Premièrement, premier enjeu, cette question de l'information que tu soulevais, Guillaume, être bien informé et un bon informateur. Alors du coup, on avait une posture de médiation de traduction qui était générique. Celle que je vous présente ici, c'est vraiment celle propre aux agents de GRDF, mais que vous pouvez, qu'on peut appréhender quand même de manière générale, un peu plus décentré, pour s'appliquer à un accompagnement plus générique. Cette question de la médiation de traduction, du coup, elle a vraiment vocation à travailler la question de l'information, mobiliser et partager des informations fiables et de qualité. Donc, que en fait, les porteurs de projets de méthanisation, ils doivent être bien informés et avoir des informations qui soient qualifiées, qui soient bien, bien, bien constituées avec des sources solides. Ça, c'est vraiment un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est cette question de la traduction que Guillaume a soulevée également, parce qu'il faut être en capacité de s'adapter, on l'a vu, hein, on l'a explicité tout à l'heure, cette idée d'être dans une co-construction, c'est que du coup on se retrouve avec des parties prenantes dans un projet qui n'ont pas du tout la même vision de la méthanisation, même la même vision de la société, qui est pas du tout la même que la nôtre. Et du coup, ils ont des appréhensions du monde, et donc des mots, et donc une langue qui est extrêmement différente. Et que du coup, on ne peut pas arriver avec un langage technique en se disant, mais de toute façon, c'est des faits, c'est de la science, et que du coup, bah, tout le monde peut comprendre, et tout le monde va comprendre. Et ben en fait, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est l'idée aussi qu'on a essayé de déconstruire au tout début, c'est que les personnes ou les personnes potentielles qui interagissent avec la méthanisation ne sont pas des vers vides à remplir. J'ai utilisé cette image tout à l'heure. Et qu'en fait, en fournissant des informations brutes, parce que c'est de la science, parce que c'est des faits, et ben en fait, ça va fonctionner. Et ben non, parce que ça se confronte, ces informations-là se confrontent à une certaine vision du monde qui est potentiellement en opposition avec ça. Et du coup, faire ce travail de traduction, il est extrêmement important. On a parlé aussi pour GRDF, c'est important de faire ce travail de simplification. Euh, mais voilà, vraiment cette idée on fournit pas forcément des faits bruts, mais travailler sur la question de la mise en récit. La traduction, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que ça raconte du territoire, du porteur de projet, ce projet de méthanisation? C'est vraiment cette question de traduction-là. Et enfin, du coup, le point 4 pour répondre à votre question, avant de passer au point 3, c'est cette question de la reliance, de quels vont être les interlocuteurs et les bonnes personnes à mobiliser pour faire ce travail de développement. Parce que ce qu'on se rend compte régulièrement, et je pense que c'est ça que vous entendez, c'est que GRDF, par exemple, je prends cet exemple-là hein, parce que c'est bien à partir de celui-là qu'on a travaillé, malgré sa mission de service public, malgré l'idée de dire que GRDF doit s'assurer dans sa mission de service public de la distribution du réseau du gaz sur l'ensemble du territoire, que GRDF se doit dans sa mission de service public d'engager un processus de transition énergétique vers des gaz moins polluants, et ben en fait, GRDF est vu quand même comme des intérêts privés, une défense du grand capital, et donc comme potentiellement un acteur, disons, complètement subjectif, voire carrément instrumental. Alors que GRDF a tout simplement une mission de service public et qui doit le même accompagnement à l'ensemble des porteurs de projets, quel que soit le projet. Il y en a évidemment, tu corriges ou tu affines si tu es d'accord avec ça. Et du coup, cette idée d'identifier sur un territoire des tiers de confiance, des alliés avec lesquels on a une proximité on a une proximité un peu plus forte, qui vont nous permettre justement d'embarquer d'autres réseaux sociaux et d'autres acteurs sur un territoire. Et c'est vraiment ce travail-là de la légitimité de se dire, en fait, OK, je vais intervenir ici à tel endroit. Mon projet il va se passer ici. Par exemple, on va aller rencontrer la collectivité. Est-ce que l'agent de GRDF est le bon interlocuteur pour aller discuter avec la collectivité locale? Est-ce qu'il vaut mieux pas un autre interlocuteur dans le projet, que ce soit le bureau d'études ou le porteur de projet en tant que tel? Voilà. Typiquement, c'est vraiment de faire ce travail fin, d'identifier les bons alliés qui vont nous permettre d'embarquer l'ensemble des projets. Typiquement, un bon allié, c'est le maire. Le maire, il va pouvoir embarquer lui
son conseil municipal, on n'a pas à faire ce travail de convaincre l'ensemble des parties prenantes d'un conseil municipal. Voilà, oui, j'en cite un, mais il peut y en avoir plein d'autres dans une dynamique de projet. Donc, c'est un enjeu essentiel de travailler sur cette identification des tiers de confiance et des alliés qui vont pouvoir porter le projet. Comment on embarque ces alliés? C'est en mobilisant une bonne information qui est bien traduite et qui est bien communiquée. Je reviens sur ce troisième point, cette question de l'outil. Donc, de trouver un outil, hein, c'est à la fois un espace technique, mais aussi c'est une information qui est bien diffusée, c'est-à-dire qui est dans le bon timing et au bon endroit. Et ça, c'est important. Et l'idée, effectivement, des mots qui sont revenus lors du travail avec GRDF, c'est la question du timing et de la stratégie, de la relation de confiance qu'on va. La relation de confiance est un outil hein, qui va nous permettre de mobiliser derrière des interlocuteurs sur les sujets. La question de la posture, elle est extrêmement importante et du coup de cette sincérité, du respect à la fois de la personne et des protocoles, et faire le deuil de certains sujets pour s'intéresser aux besoins réels de l'interlocuteur et être dans cette posture d'écoute. Ça, c'est important parce que sur la question de l'information a beau être bien saisie, bien traduite, si derrière, elle ne correspond pas du tout à ce que la personne a besoin d'entendre et qu'on déroule juste un discours type, et ben en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'idée, voilà, de mettre en articulation ces trois premiers principes pour aller mobiliser des tiers de confiance qui vont permettre justement de faire ce travail-là. Ça nécessite un travail important hein, parce que ça nécessite que certains acteurs du projet aient une vision globale et permettent justement de mettre en place ces stratégies communicationnelles ou ces stratégies médiation-traduction qui permettent de dire, bon, bah voilà, à ce moment-là, il faut mobiliser telle information, à tel endroit, il faut mobiliser telle information. Et on l'a vu que ces stratégies se mettaient en place hein, sur l'accompagnement des projets. Typiquement, GRDF et les IA qui accompagnent, les ingénieurs d'affaires qui accompagnent les porteurs de projets, et ils ont cette visibilité plutôt globale du projet et ils sont en capacité d'accompagner les porteurs de projets dans ça. Ça peut être le cas de certains bureaux d'études aussi également, et des fois des porteurs de projets eux-mêmes qui développent ces stratégies-là. Il y a une question, Lancelot, Ouais, et peut-être qu'on peut la bien sûr. prendre, et c'est une bonne remarque, et Mhm. puis moi j'en aurais aussi d'autres, mais je vais peut-être laisser la parole à monsieur ou madame Le Marchand. Je me souviens plus déjà, je crois que la dernière fois, je m'excuse, monsieur ou madame Le Oui, Marchand. Madame Le c'est Marchand, madame, c'est ça, bonjour. voilà. Bonjour, Oui, allez-y. je viens de faire une remarque disant que il y a les élus, hein, enfin, je pense que ce qui est important pour les citoyens, parce que moi, là, dans cet échange, enfin, je me situe plutôt en tant que citoyenne. Mais vous êtes du Dans- Scott Est Cantal, hein, c'est Oui, ça? voilà, je Mm. suis la chargée de mission du SCOT et du PCAETS Cantal, mais par ailleurs, je suis aussi une citoyenne dans une autre région et je suis concernée par un projet de méthaniseur. Et je fais partie d'une association qui s'oppose à la construction d'un méthaniseur en année au recours administratif, quoi. Et donc, nous, ce qui nous a sauté aux yeux en tant que citoyenne de cette commune, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que nos élus, donc notre maire, etc., qui soutenaient le projet depuis son émergence, en fait, ne connaissaient pas les éléments fondamentaux du projet. Ils nous disaient, ça va être tout petit, alors qu'en fait, ça occupe 4 hectares. Mhm. Ils n'avaient aucune information sur la volumétrie des bâtiments. Ils ne savaient pas que les 4 cuves de digesta seraient là pour recueillir le digesta quand il n'est pas épandable, mais ils Mhm. pensaient que c'était pour stocker les lisiers qui arrivaient pour être traités. Enfin, mais c'était n'importe quoi. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'ils n'avaient même pas lu les pièces qui avaient été portées à la connaissance du public lors de l'enquête Mhm. publique, puisque nous, on a récupéré les pièces, on les a lues les uns les autres, on s'est organisé. Et du coup, si vous voulez, la question de l'inacceptabilité et du manque de confiance, elle, alors après, elle se reporte beaucoup sur les élus, en fait. Mhm. Bien Parce sûr. qu'il y a une attente du citoyen que l'élu soit neutre, qui défende tout le monde, enfin, qui fasse partie des autorités publiques, si vous Mhm. voulez. Mhm. Et ça, vous en parlez pas du tout pour l'instant. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais enfin, c'est souvent un élément important, même si Mhm. effectivement c'est porté par GRDF et des techniciens compétents, hein, je ne le dis pas, mais voilà. Mhm. Ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, sur le premier élément de votre réflexion,
Nous, on a tendance à dire hein, que tout ce qui se fait pas avec nous se fait contre nous. Et que effectivement, c'est un peu, je crois, le sentiment que vous aviez recueilli. Euh, que en fait, bah, le travail d'information, de transparence, avait pas été réalisé. Et à partir du moment où vous, vous étiez emparé de ces éléments, et ben, du coup, il y a eu une différence. Vous êtes passé d'une posture d'indifférence à une posture de, ben non, en fait, il se passe quelque chose de pas normal sur notre territoire. On n'a pas les bonnes informations et les bons éléments pour comprendre ce qui se passe. Et que du coup, bah, en fait, on défend une autre posture. Et du coup, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que, du coup, cette question de, on parle bien d'inacceptabilité et pas d'acceptabilité. Et le deuxième élément, effectivement, alors nous, hein, notre étude, elle s'est pas centrée sur les collectivités, sur les maires. On a rencontré quelques-uns, mais elle s'est vraiment centrée sur GRDF et son rôle d'accompagnement et de développement de la méthanisation, à la fois comme acteur public et à la fois comme, comme acteur public, pardon. Et que du coup, par contre, ce qui résonne chez moi quand vous racontez ça, c'est qu'en fait, bah, le maire, il pourrait tout, enfin, en tout cas, les maires et les collectivités pourraient être tout à fait dans une logique de médiation de traduction pour accompagner, comme vous avez dit, être neutre, en tout cas, défendre les intérêts de tout le monde. C'est justement faire ce travail, bah, d'information, de traduction, d'outillage et de reliance autour de ces sujets-là pour que ça soit une approche démocratique qui soit faite sur un enjeu de transformation territoriale. On l'a cité au début, c'est que la méthanisation est un enjeu de transformation territoriale et que du coup, il est nécessaire d'en avoir une approche démocratique, en tout cas pour les collectivités. Et effectivement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a perçu dans notre étude. Et aussi, ça correspond à notre manière d'appréhender les choses, de se dire qu'en fait, la co-construction, et donc d'impliquer correctement au bon endroit et de la bonne manière l'ensemble des parties prenantes d'un projet de transformation territoriale, c'est une manière démocratique de construire un territoire et des enjeux territoriaux. Et je suis content là, parce qu'il y a Madame Laurence Francard, là, élue à Jacob Belcombette, qui réagit. Et c'est du coup l'objectif de ces webinaires, justement. C'est pour ça que je participe à ces webinaires pour acquérir des compétences. Donc, je ne sais pas si on a réussi à atteindre, nous, cet objectif. En tout cas, c'est aussi l'objectif de ces webinaires, c'est-à-dire d'apporter une information exhaustive qu'on espère, en tout cas, neutre, qui est multipartenarial, neutre, et qui permet d'avoir des données techniques, mais ça ne sera pas suffisant, hein. Bien sûr, les élus, les chargés de mission que vous êtes et qui suivez, là, il y a quand même quelques chargés de mission et des élus là aujourd'hui. Nous, on reste à votre disposition pour travailler ensemble. Et moi, j'allais dire aussi, pour accueillir les inquiétudes, parce qu'en fait, dans les oppositions, moi, je trouve qu'on a des fois trop une posture de dire, bah, t'en as parlé, je crois, Lancelot, les gens se trompent, ils sont, ouais, la vérité, c'est que la méthanisation, c'est tout bien, etc. Non, en fait, la méthanisation, ça transforme le territoire, ça crée des inquiétudes, ça peut aussi être mal pensé et puis voilà, mal engagé. Donc, il y a des choses à accueillir, il y a des choses à faire bouger pour que tout se passe bien. Alors, j'espère, Madame Francard, que vous avez acquis quelques éléments quand même et on est en tout cas à votre disposition pour travailler tout ça ensemble et au-delà de ces webinaires-là. Il y a Monsieur Hérault. Est-ce que je vous laisse peut-être poser la question? Là, j'ai pas eu le temps de la lire pour tout vous dire, donc du coup, autant que vous la posiez en direct. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, merci pour ce temps d'échange. Moi, je trouve qu'il y a effectivement des interventions intéressantes. Moi, je me souviens d'une soirée de concertation sur la méthanisation où les principaux acteurs, notamment les agriculteurs, par exemple, n'avaient pas pris la parole alors qu'ils étaient forcément défenseurs du projet, en tout cas pour bon nombre d'entre eux. Donc, pour moi, ça fait vraiment écho quand vous dites être bien relié aux autres et identifier des alliés. Je pense que moi, ça me parle beaucoup. Mais ma question, elle était un petit peu plus précise sur des situations récurrentes d'inacceptation que vous auriez pu rencontrer. Moi, je me souviens aussi de situations où on a beaucoup de craintes sur la génération du trafic et qui est souvent pas négligeable. Je rebondis sur ce que la personne du Scott évoquait tout à l'heure en termes de flux, en fait, en termes de volume qui sont à traiter. Et c'est difficile, en fait, de rassurer ou d'objectiver un peu ça et de répondre à cette crainte. Et puis inversement, moi j'ai le sentiment que les riverains d'un projet de méthanisation, malheureusement aujourd'hui, ils ne voient que les nuisances, c'est-à-dire les risques d'odeur, les risques d'explosion, les circulations, etc. Alors que le gaz, lui, c'est-à-dire le bénéfice induit
par cette activité, lui, il est souterrain et canalisé, et donc par définition, il ne le voit pas. Mais il me semble que c'est d'ailleurs un levier important de la loi APER qui facilite ou qu'on doit permettre enfin en France le processus d'autoconsommation, des choses qu'on voit naturellement sur l'électricité qui fonctionnent très bien, alors que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de freins à l'acceptation, notamment des projets solaires. Et il me semble que c'est un levier intéressant aussi pour permettre à des riverains de voir aussi un intérêt à des projets, en ayant notamment accès à un gaz bon marché, bas carbone et durable. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez pu identifier des enjeux, des récurrents, des difficultés récurrentes dans des projets d'acceptation? Est-ce que vous avez pu identifier des leviers dans le cadre de cette étude? Hmm. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on n'est pas allé jusque-là dans la caractérisation des problématiques. Et puis surtout, en fait, on voulait se dire on ne pouvait pas proposer de recette magique et que à telle cause, pas toujours les mêmes effets, si je peux dire de ça. Et qu'en fait, c'est pas parce que effectivement, on va avoir une problématique récurrente que ce sera la même manière de la traiter en fonction des territoires et surtout des porteurs de projets, de leur historique, et qu'en fait, peut-être que cette question-là, la question typiquement de la taille de l'unité de mutualisation, alors l'exemple, je crois que c'était ce que vous avez pris, c'était la taille des, enfin, du volume de déchets à traiter. Et ben, en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière et que ça ne nécessite pas un travail justement de co-construction et d'embarquement un peu plus profond? Est-ce que c'est pas juste un prétexte? C'est tellement difficile à qualifier en fait sur le terrain que de dire que quand il y a un problème sur un enjeu technique comme bah, la taille du gisement ou la taille de l'unité de méthanisation et le tonnage de l'unité, est-ce que c'est du coup, ça sera toujours la même réponse? C'est pour ça que nous, on parle plutôt de posture et de se dire, bah, en fait, comment globalement on appréhende une unité de méthanisation en intégrant l'ensemble des parties prenantes, mais pas forcément systématiquement et tout le temps, hein. Je dis pas que un projet de méthanisation doit être transparent, co-construit tout le temps avec tout le monde autour de la table en permanence. Pas du tout ce que je dis. Mais l'idée, c'est de bien prendre conscience qu'il est co-construit et qu'il, du coup, il faut mobiliser les bons outils au bon moment pour embarquer ou pas les gens. Après, comme je dis, il n'y a pas de recette magique et du coup, ça peut être c'est des choses qu'on n'arrivera pas à dépasser. Voilà, enfin, j'ai du mal à répondre à votre question parce que effectivement, j'ai pas d'outils en tant que tel. Nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette question de médiation, traduction, et c'est du coup une question de posture. Du coup, là, on a nous quelques expériences terrain, je pense à GRDF ou aux chambres, et moi aussi un peu plus lointain, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses, en tout cas, il y a moi, à mon avis, des pièges qui sont encore des fois non évités et qui sont à peu près l'assurance que ça a bloqué. Je me souviens d'une unité de méthanisation qui avait été finalement, les riverains en ont entendu parler au moment de l'enquête publique, quoi, uniquement. Et ça, et l'enquête publique, je sais plus exactement, je suis pas dans l'administration, mais doit être 2 mois, je crois. Puis en plus, des fois, elle tombe un peu mal, pour tout vous dire, entre juin, juillet, août, quoi. Mais ça, généralement, c'est pas voulu, mais il s'avère que des fois, ça tombe mal quand même. Et ça, c'était compliqué. Quand vous assistiez à la retransmission Facebook du conseil municipal, les gens étaient, voilà, disaient, mais là, on apprend tout juste ça depuis, voilà. Et donc, il y a quand même cet aspect un peu en amont, quand même, à mon sens aussi, un peu de transparence et connaissance, puis d'accueillir aussi donc, les retours et les craintes. Et il y a des projets aussi enfin, qui sont quand même dans un objectif de concertation. La concertation, c'est pas que la communication, c'est aussi avoir la possibilité de bouger certains éléments du projet parce que des fois, les remarques aussi sont pertinentes et qu'on n'avait pas pensé que, ah bah oui, effectivement, le vent souffle toujours dans ce sens-là, ça peut être compliqué, donc on va mettre ça aussi, etc. Et la concertation, ça peut amener même jusqu'à des projets d'ailleurs à se déplacer en termes en termes de foncier, mais voilà, quelques éléments comme ça. Et après, dans les craintes, oui, les craintes récurrentes, c'est ce que vous signaliez, euh, Monsieur Hérault, là, la circulation, les nuisances, la circulation accrue. Il y a aussi la perte de l'immobilier, là, comment ça s'appelle, de la valeur immobilière des biens. Alors là, pour ça, il y a pour le coup une grande étude qui a été faite par l'université de Compiègne ou du style auprès de
genre 5000 notaires avec vraiment des ciblages liés à- au prix de l'immobilier en lien avec la présence d'unités de méthanisation et où les résultats de cette étude sont publics. Donc ça, il faudrait que je vous les fournisse d'ailleurs dans le lien là. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a, donc je me Ah, suis permis de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a donc Anaïs Triad des Monts Lyonnais qui fait remarquer qu'il y a un outil qui est en train de développer mm. un test par le BE Auxilia. Je ne connais pas, mais Non. voilà. Moi non Lance. plus, hein. Donc on est tout à fait preneur, hein. De toute façon, on va continuer ce travail, on va essayer de le pousser, hein, continuer de le pousser un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à nous fournir tout ce qui va être référence équivalente, ça sera avec plaisir. Peut-être juste avant de conclure, j'ai pas parlé encore des deux derniers items, en tout cas je les ai à peine effleurés, et je voulais juste vous parler de cette question des lieux et du faire ensemble. C'est que à la fois avec une borne d'information qui est bien traduite, qui est fourni au bon moment avec quelqu'un de confiance, c'est intéressant, mais que l'enjeu aussi, on peut aller encore plus loin, c'est qu'aussi on peut travailler sur des questions des lieux, donc être au bon endroit au bon moment, cette question du timing est extrêmement importante. Et est-ce que les agents de GRDF on qualifie d'être bon vivant? Est-ce que nous, on appelle plutôt les pratiques communes? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment où on fait ensemble, où on vit ensemble sur le territoire, et ben en fait, il se passe des choses qui sont différentes, en fait. Et que on n'est pas juste là pour être dans une logique instrumentale et on vous file de l'info bien traduite, bien foutue, bien marketée pour vous embarquer et travailler sur le projet. Mais que l'idée, en fait, c'est aussi de construire un projet territorial, de faire ensemble, de faire advenir quelque chose de différent. Donc, il y a cette question du récit, mais il y a aussi cette question d'être présent sur les territoires pour faire ce travail-là. Et du coup, cet enjeu, évidemment, pour les collectivités, il est presque évident parce que bah, ce territoire, il est partagé. Mais des fois, dans cette approche technique, il peut être perdu en cours de route et que cette posture du faire ensemble, elle est extrêmement importante. Merci Voilà. Lancelot. Du coup, tu es arrivé au bout de la présentation. Ouais, tout à fait. Et je sais Effectivement, pas, oui, après une Léana est petite toujours conclusion, là. mais voilà, on peut juste continuer à discuter sans problème, juste Voilà. autour de cet enjeu, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, des échanges? Ce sera intéressant aussi. Moi, j'avais une question peut-être pour Madame Le Marchand, enfin, sans la mettre spécialement en difficulté, hein, mais si le maire avait mieux connu les tenants et aboutissants, euh, ça aurait contribué, donc, du coup, en tout cas, sans doute rehausser aussi son image et son rôle. Mais est-ce que ça aurait changé l'approche de l'association vis-à-vis de ce projet de méthanisation qui semble poser question auprès des riverains. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour rassurer l'association dans le projet, vis-à-vis du projet? Alors, concernant les élus, je ne sais pas trop. Disons qu'après, ça positionne comme une opposition, du coup, entre Hmm. une opposition politique, alors qu'en fait, ce n'est pas obligatoirement le cas. Parmi les membres de l'association, il y a plein de gens qui ont voté pour ce maire Oui, en 2020. Donc, ce n'est pas ça le problème. pas En fait, politique, non. Hmm. voilà. Et par contre, ça se traduit maintenant comme ça. On est identifié comme des opposants, des agités, etc. Alors que la plupart des gens ont plus de 65 ans. Enfin, vous voyez, c'est pas des, Ah oui, on n'est pas des écologistes très excités, quoi, on va dire. On n'est pas oui. Extension Hmm, hmm. Rébellion, quoi. Vous voyez, enfin, mais bon. Oui, oui. Et du coup, localement, comme c'est dans une petite commune de département rural, les élus sont très étonnés qu'il y ait eu cette levée d'opposition. Et après, moi, il me semble vraiment, parce avant de partir en recours, bien sûr, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a rencontré les techniciens de l'Adréal, les inspecteurs qui ont instruit la demande, etc. Moi, si vous voulez, il me semble, ce qui nous est apparu, hein, c'est que vraiment, les services de l'Adréal ne paraissaient pas outillés suffisamment. Compétents, n'avaient pas les moyens techniques et matériels pour étudier un gros projet de méthanisation. Parce qu'en fait, c'est des projets très complexes puisqu'il y a l'ICPE, l'usine elle-même, mais comme il y a l'amont qui est de l'agriculture et aussi essentiellement dans ce projet en tout cas, et l'aval qui est aussi de l'agriculture avec l'épandage des digestats, etc. Dès qu'on atteint une certaine taille, ben en fait, nous,
pourtant, les agents de l'Adréal nous ont reçus plusieurs fois. Ils ont été très. On a échangé vraiment. Là, il y a eu de l'échange. Mais en fait, euh, chaque fois qu'on arrivait à des questions trop précises, ils nous disaient, ah ben ça, c'est un problème de l'exploitant, il verra bien, etc. Ah ben ça, c'est à mettre en place par l'exploitant. Et on a trouvé que, en fait, ce n'est pas qu'une installation. C'est instruit par les services de l'Adréal comme une installation industrielle. Alors qu'en fait, c'est aussi, vous le disiez au début de votre intervention, c'est aussi une transformation du modèle agricole. Donc, en fait, effectivement, ça pose plein de questions sur le fait que on est sur un territoire, enfin là, c'est sur un territoire de calcaire, hein, de sol calcaire, donc il va y avoir énormément d'apports de digesta parce que c'est un projet très important, hein. C'est un projet, enfin, pas très, c'est pas aussi important que les derniers qui sortent, mais c'est un projet qui prévoit 60 000 tonnes par an quand même, qui au Hmm. départ était un projet d'un collectif d'agriculteurs qui très vite est devenu un projet d'énergéticiens. Enfin, il y a toute la montée en puissance et puis d'une réunion d'information à l'autre, puisqu'il y a eu quelques réunions d'information avant l'enquête publique, le volume d'intrants a cru considérablement pour qu'il y ait une rentabilité sans doute du projet. Et nous, vraiment, ce qu'on remet en cause, c'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'il y ait les capacités d'approvisionnement du méthaniseur, parce que c'est sur un territoire où on a un élevage bovin extensif. Donc, il y a très peu de moments à l'étable des animaux. Et qu'en plus, ils partent 4 mois en estive. Donc, là, on a vraiment posé la question à l'Adrien en leur disant, mais comment l'approvisionnement de ce méthaniseur pourrait être assuré? Ah, ben, c'est le problème de l'exploitant. Donc voilà, nous, on pense qu'il n'y a pas, il y a un manque de transparence sur l'ensemble de la chaîne en fait qui nécessite, enfin qui est nécessaire à un méthaniseur, quoi. D'accord, merci. Alors, du coup, effectivement, moi, je note un peu un cocktail dans déjà des élus qui n'arrivent pas à dominer totalement ce qui va se passer avec ce projet, enfin, et les éléments techniques et tenants aboutissants de ce projet. Un projet qui évolue fortement, qui passe d'un projet agricole à une sorte de course en avant avec ces gros projets territoriaux de 60 000 tonnes. C'est vrai que j'entends parler effectivement de cette course aussi un petit peu vers l'énormité là, des projets, une taille de plus en plus importante des projets, parfois d'ailleurs qui sont bien construits hein, avec les agriculteurs, avec des coopératives et ça sera bien assuré effectivement, mais bon, il faut effectivement voir. Et puis bah, cet aspect des sans interlocuteurs, quasiment Lancelot, dont tu soulignais là, et qui fait que en fait, finalement, c'est compliqué pour chacun de bien savoir, enfin, de connaître tout, c'est pas possible. Et donc, du coup, les réponses, elles sont à chaque fois à chercher chez plusieurs interlocuteurs, quoi. Oui, tout à fait. Et puis là, c'est l'exemple de Madame Le Marchand, il est intéressant parce que c'est juste de se dire qu'en fait, la DREAL n'a pas vocation à défendre un projet de méthanisation ou à faire ce travail justement Mm, de médiation entre un interlocuteur, hein. Et que du coup, mm, son rôle est extrêmement limité, extrêmement cadré dans le cadre d'un projet de méthanisation et que, en fait, ils vont vite être démunis face à ce mm, type de mm. sollicitation. Mais écoutez, en tout cas, bah, merci Madame Le Marchand. Puis, ce serait intéressant d'en rediscuter ensemble plus. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers un des acteurs et puis on en reparle. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on va Lancelot et peut-être Léana, vous allez conclure. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a une main levée. Ah, il y a une main levée. Parfait. Eh ben, écoutez, allez-y, prenez la parole. Je vois pas. Ah oui, Yanis. Du CEREMA, je crois. Allez-y, Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. parfait. Parfait. Oui, donc Yanis Amraoui du CEREMA, donc en stage en assistant ingénieur du côté climat et énergie renouvelable. Et j'avais une question, enfin, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre l'inacceptabilité et la taille des projets. Enfin, justement, la remarque précédente confirmer un peu enfin, ce que je pensais voir sur les projets. Est-ce que quand il y a un changement de taille, il y a un changement d'échelle, il y a un changement voilà, d'essence du projet, et lorsque le projet est dimensionné souvent sur le productible de sortie des gigawattheures, Hmm, bah, il est plus dimensionné sur les intrants et sur les quantités de digesta. Enfin, donc voilà, est-ce que l'inacceptabilité n'était pas aussi liée à cette recherche de la rentabilité et donc la recherche
Mm. d'un changement d'échelle du Ok. modèle. Et du coup, Mm. au-delà de la concertation, on a beau faire de la concertation, de la communication, bah, à une certaine échelle, il y a un changement d'essence. Donc Mm. voilà, je voulais savoir à quel point ça avait été traité sur cette étude. C'est une super bonne question et c'est une question qu'on a touché du doigt à un moment et on s'est dit, en fait, on n'a pas du tout les moyens d'y répondre parce qu'en fait, il faudrait faire une étude comparative sur plusieurs années, sur pour Hmm. plusieurs unités de méthanisation. Et du coup, bah, en fait, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de répondre à cette question. Néanmoins, j'ai envie de dire que oui, ça a un impact, mais en fait, pas autant qu'on peut le croire. Parce que si l'enjeu et vous avez parlé de concertation. Nous, on définit différentes manières d'appréhender justement cette co-construction. On parle d'information, de consultation, de concertation, puis de co-construction. Différents niveaux d'intégration justement des parties prenantes en fonction du besoin différentes choses. Euh, mais l'enjeu, ça va être si on a bien anticipé cette question de en essayant de réduire l'inacceptabilité au maximum en identifiant les bonnes parties prenantes, en faisant passer les bonnes informations au bon endroit, de la bonne manière, en embarquant les gens. Je dis pas que ça va marcher à 100%, mais par contre, en fait, la taille du projet, elle va pas forcément jouer dans cet enjeu-là. Si elle est justifiée, si elle est bien racontée, si elle est bien mise en récit et elle est cohérente au regard des contraintes et du projet en tant que tel. Voilà en tout Ouais. cas la réponse que je pourrais fournir au regard de ce que nous, on a défini comme élément. Merci Anso. Et Je me puis, permets du coup, de ouais, compléter. moi, je compléterai aussi, Ileana, du coup. Top. C'est pas ce que l'étude a montré. Là, je vais plus parler de l'expérience que j'ai des projets que j'ai vu passer. C'est que la taille a un impact, mais la corrélation n'est pas évidente. Dans la mesure Mhm. où on a des projets de grande taille industrielle qui ont suscité beaucoup d'opposition parce qu'on a reproché justement ce caractère industriel, usine, et de se dire plus le projet est gros, plus il a d'impact. Mais dans le même temps, on a des projets agricoles de petite taille, adossés à la ferme, à qui on a reproché le caractère trop artisanal et pas suffisamment industriel, en disant le site est trop petit, il n'est pas géré Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de formation, de normes de sécurité? Donc en fait, la taille, elle a un impact, mais on ne peut pas directement corréler en se disant petit projet, petit problème, gros projet, gros problème. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça et c'est difficile de tracer directement le lien de causalité, mais c'est sûr que ça a un impact, mais ça peut jouer en faveur du projet ou en défaveur. Ça, c'est vraiment en lien avec le projet et l'écosystème, mais ça joue. Et les craintes au niveau des normes de sécurité venaient aussi des associations de riverains ou plus Oui, des collectivités ou des services de l'État ou... non, les services de l'État, généralement, ils voient, voilà, il y a quand même un dossier Oui, ICPE qui est oui, c'est ce monté, que... il y a des inspections, il y a des normes. C'est plutôt les riverains qui vont D'accord. parfois exprimer de la défiance vis-à-vis d'un public agricole en se disant bah c'est des agris, leur métier c'est d'être agri, c'est pas d'être industriel. Donc est-ce qu'ils vont bien gérer les risques? Est-ce qu'ils vont donc il y a des questionnements autour du statut des porteurs de projets. Mais à l'inverse, certaines fois sur certains projets, des projets industriels, on va dire mais l'industriel c'est pas comme l'agriculteur du coin. S'il détruit notre territoire, il s'en fout, il y vit pas. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est voilà, on peut pas faire un lien direct, mais les deux postures peuvent être critiquées. Merci Lana. Et du coup, moi, je pourrais vous mettre en lien là aussi. Il faut que je fasse le lien. Du coup, je n'avais pas prévu, mais il y a un sociologue qui a étudié les relations avec un phoning de près de 1500 riverains d'unités de méthanisation en France, avec une équipe de chercheurs, hein, sur eh ben, aujourd'hui l'unité de méthanisation que vous avez à côté de chez vous, au niveau de la taille, qu'est-ce que vous en pensez, hein, en gros, voilà. Et du coup, il y a des résultats là-dessus. Alors, c'était pas, il n'y avait pas, je pense, à mon sens, encore de projet à 200 000 tonnes ou 60 000 tonnes, je ne suis pas sûr, 60 000 tonnes, mais 200 000 tonnes comme on peut aujourd'hui parfois en voir, hein, qui sont en projet en France, eh bien, c'était pas des riverains qui étaient à côté de telles unités. Mais néanmoins, il y avait des résultats, donc je vous le mettrai en lien. Et puis voilà, par contre, Yanis, quand vous disiez uniquement la recherche de rentabilité, alors c'est en méthanisation, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a toujours quand même un projet, c'est certes de la rentabilité, mais c'est aussi quand même comment on fait pour le digesta, etc. Même si aujourd'hui se développe tout un tas de
façon de valoriser le digestat hors ce qu'on appelle plan d'épandage. Et donc, effectivement, on s'affranchit un peu quelque part d'une contrainte, mais avec le développement de cahier des charges. Mais il y a des projets qui n'ont pas pu sortir parce que justement, ils avaient réfléchi que la rentabilité et ils ne savaient pas où au final mettre le digestat. Or, il y a bien deux produits dans la méthanisation. Le digestat, qui est peut-être l'un des premiers produits, et certes l'énergie aussi. Mais le digestat, c'est un élément qui favorise l'agroécologie aussi, qui favorise l'évolution qui diminue quand même beaucoup l'utilisation des engrais minéraux et qui a un impact important, notamment pour les agriculteurs en bio qui veulent faire de la méthanisation, c'est un point important. Donc voilà, c'est quand même pas. Alors après, ces gros projets, très honnêtement, je les connais pas. J'imagine que leur digesta est en cahier des charges et donc effectivement, ils vont se dire de toute façon, on ira le vendre n'importe où, je sais pas. Mais quand même, raisonner que rentabilité dans les projets de méthanisation, c'est risqué. Ok, Merci pour votre... euh, on va peut-être mettre un terme à ce webinaire. Là, on a dépassé de 5 minutes, à moins qu'il y ait encore une ou deux questions, puisqu'on peut discuter encore un petit peu si vous le souhaitez. Voilà, je vais laisser une ou deux minutes. En attendant, donc le diaporama sera disponible. J'espère pouvoir le mettre tout ça demain en ligne avec l'enregistrement de ce webinaire au plus tard lundi. Et du coup, on vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine avec cette fois des collectivités. Donc, il y aura le maire de Besson dans l'Allier qui sera avec nous. Il y aura Monsieur Chavreau, ancien président de Simoli, qui s'est scindé aujourd'hui en deux Comcom, dont la communauté de communes des Monts du Lyonnais, qui sera avec nous pour nous parler aussi méthanisation. Et enfin, il y aura Harmonie Gras de Roanne et Aglo qui viendra nous échanger avec nous sur le projet de l'unité de méthanisation sur bout de steppe et biodéchets qui est rentré en service sur Roanne Aglo et qui aussi d'ailleurs a fait face à des questionnements en lien avec l'acceptabilité. Et donc, on aura tout ça en échange, en discussion la semaine prochaine avec cette table ronde numérique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps? Eh bien, Oui. euh, on dit Besson, ok. Alors, ça c'était en privé, ok. Alors, attends, comment avez-vous intégré les difficultés économiques et les dysfonctionnements observés sur certains méthaniseurs? Ok. Du coup, là-dessus, nous, on a fait tout un tas de- pour toucher les gens, c'est pas évident, hein, c'est vrai, hein, mais on a des relais, notamment avec l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et leur alter ego en région, l'Association des méthaniseurs agri-biogaz à venir. On a les chambres d'agriculture, on a GRDF qui font des gros travaux sur l'accidentologie, etc. On a eu un webinaire qui était fermé, qui était lié que pour les producteurs de que pour les méthaniseurs. Et sur le retour d'expérience en accidentologie et en méthanisation, il y a eu pas mal de monde, hein. C'est GRDF qui nous l'avait proposé en lien avec l'administration, et notamment une administration qu'on appelle le BARPI. Et donc voilà, et on essaye effectivement de diffuser toutes ces connaissances-là. On a fait pas mal de webinaires aussi sur comment limiter les émissions de biométhane non voulues, quoi. Voilà. Et les financeurs publics, par ailleurs, aujourd'hui, rendent prioritaires les méthaniseurs qui sont d'abord recouverts sur la cuve de digestat aussi d'un gazomètre. Aujourd'hui, on est obligé de couvrir le digestat d'une couverture, mais qui protège de la pluie. On n'est pas obligé de mettre couverture qui retient le gaz. Or, dans le digestat, il peut y avoir encore du gaz. Eh bien, aujourd'hui, la puissance publique, en haut de la pile, elle met les méthaniseurs, les projets qui ont ce projet de mettre des gazomètres sur le digestat. Voilà, ça fait partie un petit peu des actions qu'on mène. C'est certainement pas suffisant, mais en tout cas, on essaye de rendre cette filière d'autant plus, encore plus excellente. Et je pense aussi à une démarche que développe GRDF avec des bureaux d'études. Léana, tu peux peut-être en parler, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, et qu'on va essayer aussi de déployer en Auvergne-Rhône-Alpes, j'espère, qui est la démarche de progrès ou d'excellence, je Contrat de sais plus, progrès, ouais. contrat de progrès, où là, les agriculteurs et les méthaniseurs sont accompagnés pendant quelques années, 5 ans, je crois, ou sur chaque année, sur améliorer leurs pratiques, voir ce qui n'a pas marché, améliorer leurs pratiques et aussi, du coup, limiter l'accidentologie au maximum et améliorer leur rentabilité économique, du coup. Voilà, voilà. Ok. Eh bien, écoutez, vous avez d'autres choses à ajouter, Lancelot et Léana? Non, c'est Pour tout moi, bon, c'est si bon. ce n'est Mm. qu'on, bien sûr, on est
à votre disposition pour poursuivre les échanges sous une autre forme. Pas hésiter à passer par Ambition Biogaz. Et puis, de toute façon, on va travailler sur le portage de ces résultats et bien sûr la mise à disposition du beau travail qu'a réalisé le CISCA. Eh ben, merci à tous sur ces belles paroles. Merci à Lancelot, merci à Léana pour nous avoir proposé ce webinaire dans le cadre d'Ambition Biogaz 2028. Aussi un ensemble d'acteurs qui sont ensemble au sein d'une charte pour se comprendre, se parler. On en parlait tout à l'heure, le fait que des fois on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Eh ben, en Auvergne-Rhône-Alpes, on essaye, dans ceux qui travaillent sur la méthanisation, d'arriver à avoir un consensus sur le type de méthanisation qu'on souhaite et les actions à mener pour que tout se passe bien. Merci à vous. Je vous dis pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, à la semaine prochaine et passez une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.